Bonjour à tous, Solange Aimé, coach pour une santé régénérée. Je vais vous présenter ici quelques notions de base qui vont vous permettre de comprendre comment et pourquoi la régénération est possible. Premièrement, nous allons voir de quoi est fait notre corps. Notre corps est fait de cellules. Partout dans notre corps, nous sommes faits de cellules. Donc je représente ici les cellules par des cercles. Dans nos os, nos muscles, nos organes, tout est fait de cellules. Ces cellules sont entourées d'un liquide qu'on appelle liquide intercellulaire ou interstitiel. Ces cellules, pour fonctionner, ont besoin de nutriments, d'oxygène. D'où provient-il? En tout cas, c'est le sang qui amène ces nutriments aux cellules. Et donc les vaisseaux sanguins, les parois des vaisseaux sanguins sont également faits de cellules, comme je l'expliquais juste à l'instant. Tout est fait de cellules, donc les parois des vaisseaux sont faits de cellules que je représente ici par des ovales, un peu comme une coupe de cellules, on pourrait dire. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le pH du sang est entre 7,35 et 7,45, ce qui est légèrement alcalin. Le sang, au-delà de ces chiffres, ferait qu'on serait très malade et puis très rapidement mort. Donc ensuite, nous allons voir, je vais vous expliquer également le rôle de la lymphe. La lymphe est un réseau un peu comme le sang, mais lui, pour bouger, la lymphe a besoin que nous soyons en mouvement. Il n'y a pas de pompe comme le cœur pour le sang. La lymphe est un liquide également très riche en cholestérol. La lymphe est grasse, de nature grasse. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le liquide interstitiel est de nature grasse également, donc de nature, on pourrait dire de nature lymphatique. Revenons aux nutriments qui arrivent par le sang. D'où proviennent-ils? Ils proviennent de notre intestin et donc de l'alimentation qu'on va manger. Donc là, je représente les parois de l'intestin qui sont sous forme de villosité comme cela et donc qui permettent d'avoir une grande surface pour pouvoir assimiler les différents nutriments. Donc il existe des macronutriments, des molécules plus grosses et des molécules plus simples. Donc par exemple, comme macronutriments, comme vous devez certainement vous en avez entendu parler, il y a les glucides, protides, lipides, et comme molécules simples, il y a les vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Les molécules complexes, théoriquement, on ne les retrouve pas directement comme ça dans le corps. Elles sont faites on pourrait imaginer prendre l'image d'un mur avec plein de petites briques. Donc le mur, c'est la molécule complexe. Et le corps, lui, les cellules, ont besoin des briques pour fonctionner. Et donc le corps, avec ces briques, pourra également fabriquer de nouveaux murs. Mais ces molécules complexes ont besoin d'être digérées, simplifiées pour passer la barrière intestinale et que les cellules puissent utiliser ces molécules simples. Donc les glucides sont transformés en sucre simple, qu'on peut appeler glucose, il y a le lactose, etc., galactose. Les protides sont transformés en acides aminés et les lipides en acides gras. Quant aux vitamines, minéraux, oligo-éléments, et après il y a d'autres molécules dont je ne parlerai pas, je parle des plus connues, elles passent directement à la barrière intestinale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la barrière intestinale a on appelle la perméabilité intestinale. Excusez-moi. Et donc cette perméabilité intestinale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'appareil intestinal va sélectionner ce qui passe. Il n'y a pas n'importe quoi qui va passer dans le corps. Théoriquement, voilà, c'est les bonnes molécules, les molécules dont on a besoin. C'est un peu comme le vigile à l'entrée d'une boîte qui va sélectionner les personnes qui rentrent ou qui ne rentrent pas, on va dire, voilà, pour exemple. Donc ça c'est très important parce que ça va éviter que n'importe quoi rentre dans le corps et que ça puisse faire dysfonctionner le corps. Voilà, notre corps il a besoin en effet, pour fonctionner avec certaines molécules. Donc voilà. Ensuite je reviendrai vers sa notion de perméabilité intestinale un peu plus tard. Donc nous avons vu avec la digestion, les nutriments arrivent dans le sang
et puis donc vont pouvoir arriver aux cellules. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les nutriments vont donc passer entre les cellules des parois des vaisseaux sanguins pour pouvoir, avant d'arriver dans la cellule, passer d'abord par le liquide interstitiel, ou le liquide intercellulaire. Voilà, donc c'est une notion importante, on va le voir plus tard. Pourquoi? Donc je le répète, les nutriments passent d'abord par le liquide intercellulaire avant d'arriver à la cellule, et en passant, comment il sort du vaisseau sanguin, il passe entre les cellules des vaisseaux sanguins. Ensuite, la cellule, comme nous-mêmes, de par son fonctionnement, va éliminer des déchets. Et même chose que les nutriments, les déchets vont d'abord passer, donc ils sortent de la cellule, ils se retrouvent dans le liquide intercellulaire, et dans cette théorie que je vous présente, vont se diriger vers la lymphe en passant entre les vaisseaux, entre les cellules qui constituent les parois des vaisseaux lymphatiques. Donc ensuite, où vont se diriger ces déchets? Ils vont se diriger vers les ganglions, être traités en partie ici, puis ensuite dirigés vers les organes d'élimination, qu'on appelle aussi émontoires. Les déchets ne vont pas forcément tous passer par les ganglions, certains vont directement arriver aux différents émontoires. Donc il y a deux principaux organes d'élimination, ce sont les reins et les intestins. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des émontoires secondaires qui vont prendre le relais, enfin, qui fonctionnent quand même avec également les émontoires principaux, mais que si ces émontoires principaux vont saturer, qu'ils ont trop de travail, eh bien les émontoires secondaires vont travailler encore plus. Et on verra que c'est ce qui va créer des symptômes d'élimination et qu'on va prendre pour des maladies qui sont en fait le signe que le corps fonctionne très bien puisqu'il élimine ce qu'il a à éliminer. Donc les émontoires secondaires, quels sont-ils? Eh bien, il y a la peau, les muqueuses, toutes les muqueuses, donc par exemple l'intestin est une muqueuse, mais l'intestin est un émontoire principal. Comme émontoire secondaire, il y a les muqueuses respiratoires par exemple, ou au niveau des conduits auditifs, au niveau les muqueuses vaginales, tout ce qui est en rapport avec le milieu extérieur en fait. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la théorie, je vais beaucoup parler de nutrition et d'élimination. Ce sont deux notions importantes. Donc la nutrition dont on parle beaucoup le sang en médecine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, on étudie beaucoup le sang, voilà. Et la nutrition, voilà, la diététique, qu'est-ce qu'on mange, etc., les compléments alimentaires, c'est une notion qui est très répandue dans la médecine classique, on va dire, même dans les médecines alternatives. Après, tout ce qui est élimination, c'est très peu utilisé dans ce qui concerne la santé. Donc voilà, vous allez comprendre par la suite de cette vidéo. Donc déjà, voici, donc je vous ai donné deux besoins de base du corps humain que sont l'alimentation et l'élimination. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que le corps a également d'autres besoins de base. Donc on peut par exemple prendre l'exemple d'un nouveau-né. Lorsqu'un bébé naît, que fait-il? Il va d'abord respirer, donc la respiration est un besoin de base. Il va ensuite téter, donc important, la nutrition. Puis il va dormir, qui est très important également pour se régénérer, et éliminer. Et dans toutes ces phases, depuis la naissance, le bébé normalement doit être en contact physique constant avec sa mère, ou éventuellement d'autres personnes, mais surtout la mère. C'est quelque chose de très important pour sa santé, pour son mental, pour son bien-être. Donc, en tout cas, dans la théorie que je vous propose, je vais surtout développer des notions d'alimentation, de nutrition et d'élimination. Troisièmement, nous allons voir notre système digestif et l'alimentation adaptée à ce système digestif. Lorsque l'on compare les systèmes digestifs de différents
régime alimentaire, donc par exemple les carnivores, les frugivores, les omnivores, etc. Donc nous comparons par exemple la longueur de l'intestin par rapport au tronc, les glandes salivaires, la langue, les sécrétions gastriques, l'estomac, les dents, etc. Et donc tout ça, ce sont des études scientifiques qui ont été faites, et donc que l'homme fait partie, que l'homme a un régime alimentaire frugivore. Alors, qu'est-ce que veut dire frugivore? Puisque donc nous serions a priori donc frugivores et pas omnivores. Mais que signifie omnivore? Que signifie frugivore finalement? Puisque omnivore, on dit on est fait pour manger de tout. Donc effectivement, on peut manger de tout, mais la question à se poser, c'est est-ce que en mangeant de tout, nous allons être dans une santé à son plein potentiel? Est-ce que c'est vraiment l'alimentation qui est vraiment adaptée à notre corps? Donc on peut prendre l'exemple des vaches auxquelles on leur a donné à manger une alimentation qui n'était pas leur alimentation de base pour laquelle elles sont faites. Eh bien, il y a eu le problème de la vache folle à cause de ça. Donc effectivement, on pourrait dire les vaches sont omnivores, elles peuvent manger de tout. Mais quelles sont les conséquences? C'est la même chose pour nous. Donc nous sommes frugivores. Et donc que mange un frugivore? Si l'on regarde les grands singes anthropoïdes, qui sont donc frugivores et qui ont un système digestif très proche du nôtre, leur alimentation est principalement basée sur des fruits et des feuilles vertes. Et également, ils mangent en plus petite quantité des légumes, des pousses, des noix. Ils peuvent manger également des insectes, des petits animaux, des œufs, ponctuellement s'ils trouvent des œufs, et éventuellement également quelques rares fois du miel s'ils en trouvent. Et tout cela, ils le mangent cru, ils le mangent nature, donc ils ne se font pas des salades avec des sauces et des mélanges, ils mangent bio, et ils le mangent de façon originelle. Et également, quelle est la proportion de protéines, protides, gras, sucre dans toute cette alimentation? On remarque que l'alimentation frugivore est une alimentation, ce que l'on appelle, certains scientifiques ont appelé le régime 90-10, donc c'est-à-dire 80% minimum de glucides, de sucre, 10% maximum de protéines, d'acides aminés, et 10% maximum d'acides gras, de lipides. Donc voilà pour quel est notre système digestif et l'alimentation adaptée. Comparons maintenant avec l'alimentation actuelle. De quoi est composée l'alimentation actuelle, l'alimentation occidentale? Elle est composée principalement, les gens mangent beaucoup de produits laitiers, de céréales, on va leur présenter du blé, des spaghettis, de la viande, j'ai essayé de dessiner un petit cuisse de poulet et un steak, de sucre et de sel. Et donc, on voit que comparé à ce qu'on vient de voir, c'est une alimentation qui n'est pas du tout adaptée à notre corps, c'est une alimentation acidifiante et pauvre, très pauvre en nutriments, vitamines, minéraux, etc. Et donc on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'en mangeant tout ça, soi-disant on n'est pas fait pour manger ça, comment ça se fait qu'on a encore envie? Effectivement on a encore envie, mais on est quand même très malade. Certaines personnes pensent que c'est la fatalité ou que ça fait partie, c'est normal, que les enfants sont malades, les personnes âgées soient très malades également, etc. Eh bien, en fait, tout cela s'explique par un phénomène de tolérance. C'est un peu comme quand on se met à fumer, les premières bouchées, on va tousser, on va pas être bien, et par la suite, on va s'habituer. Mais ça ne veut pas dire que la cigarette est bonne, et la plupart très souvent, ça donne, il y a des conséquences chroniques sur le long terme, donc perte de l'odorat, perte du goût, et puis des cancers, etc. Et donc, nous allons voir maintenant quelles sont les conséquences de cette alimentation moderne inappropriée, les maladies de civilisation. Donc, nous mangeons des aliments qui sont inappropriés, qui vont arriver dans notre intestin. Cela va l'irriter et créer ce que l'on appelle une hyperperméabilité intestinale. Tout à l'heure, je vous parlais de la perméabilité intestinale. Donc, qu'est-ce que l'hyperperméabilité intestinale? Il s'agit du fait que les vigiles ne vont plus bien jouer leur jeu, leur rôle. Ils vont laisser un peu entrer n'importe qui, n'importe quoi. Les portes d'entrée ne vont plus assez
petites pour laisser entrer des molécules sélectionnées. Les portes vont être très grandes et il y a un peu n'importe quoi qui va passer dans le corps. Non, des macromolécules vont entrer dans le corps, ce que l'on peut appeler des toxines. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est que naturellement, le corps, de par son activité, va éliminer des déchets, et en effet, pour éliminer ces déchets avec nos organes d'élimination, nous sommes faits pour cela. Avec cette arrivée de déchets en plus, des toxines extérieures, on va apporter des déchets en plus à gérer, notre corps va devoir gérer. Donc, tant que ces toxines, l'entrée de ces toxines, la production de toxines dans le corps reste inférieure à la capacité des émontoires, mais finalement les émontoires vont pouvoir éliminer au fur et à mesure les toxines qui se produisent, qui arrivent, et il ne va pas vraiment y avoir théoriquement, dans la théorie, d'accumulation de toxines dans le corps avec le temps. Par contre, si l'accumulation, l'entrée, la production de toxines dans le corps est supérieure à la capacité des émontoires, eh bien, il va y avoir une accumulation de toutes ces toxines dans le corps avec le temps, et c'est ce qui va faire que vont apparaître les maladies. Que va mettre en place le corps, parce qu'on a vu qu'il y avait un phénomène de tolérance, pour gérer cette accumulation, toutes ces toxines qui arrivent dans le corps. Donc, dans la théorie que je vous propose, le corps met en place trois solutions à sa portée. Il a trouvé 3 solutions pour gérer toutes ces toxines qui arrivent dans son corps, qui ne sont donc des molécules inappropriées. Premièrement, il peut neutraliser, il a trouvé la solution de neutraliser ces toxines, ces molécules acides, acidifiantes, avec des minéraux. Donc ça peut être les minéraux qui sont apportés par notre alimentation, ou les minéraux qui se trouvent déjà dans notre corps, donc qui constituent notre squelette, nos dents, nos ongles. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que nos cheveux notre corps a besoin également de beaucoup de minéraux pour constituer nos cheveux. Et donc, du coup, en utilisant les minéraux prioritairement pour sa survie, pour neutraliser les toxines, on va construire moins de cheveux, nos ongles vont être plus fragiles, etc. Et donc, notre squelette aussi. Deuxième solution, le corps va entourer les toxines de cholestérol afin d'éviter d'abîmer nos tissus. Troisième solution, ça va être de diluer les toxines. Donc on va faire des œdèmes et également les toxines vont se retrouver au niveau du liquide et des articulations, ce qui va créer de l'arthrite. Donc voilà, c'est pour illustrer un petit peu les différentes solutions et les conséquences qu'il va y avoir. Donc maintenant, nous allons voir le niveau d'accumulation de toutes ces toxines. Donc premièrement, les toxines vont s'accumuler, on l'a vu précédemment, rappelez-vous le schéma de départ, les déchets arrivent dans la lymphe. Donc une fois que la lymphe est saturée de toxines, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, il va y avoir ce qu'on appelle les maladies d'élimination. Les organes principaux n'arrivent plus à gérer et les organes secondaires vont prendre le relais. Donc au niveau des poumons, de la peau, il va y avoir des sorties de mucus, des diarrhées, de l'acide, de l'acné, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit apparaître, c'est les premières maladies, les maladies infantiles. Ensuite, une fois que la lymphe est saturée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les toxines, les déchets également passés par le liquide interstitiel, le liquide qui entoure les cellules, eh bien, les déchets vont s'accumuler en plus de la lymphe dans le liquide intercellulaire. C'est ce qui va correspondre aux maladies d'encrassage, le corps est encrassé, et les maladies de dégénération. Je me suis trompée, j'ai marqué élimination, c'est dégénération. Du coup, comme les toxines vont s'accumuler dans cet espace entre les cellules, eh bien, les nutriments, on a vu qu'ils avaient également besoin de passer par cet espace-là, eh bien, il va y avoir toute une foule de molécules pour arriver aux cellules, et donc les nutriments vont avoir du mal à arriver jusqu'aux cellules, et la cellule, du coup, si elle n'a pas ces nutriments pour fonctionner, elle va dysfonctionner, elle va dégénérer, et du coup, l'organe, les cellules qui constituent un organe, si elle dysfonctionne, c'est l'organe qui va dysfonctionner. Donc, ces maladies d'encrassage et de dégénération, ça va être par exemple tout ce qui est en HIT,
ça veut dire otite, cystite, tendinite, arthrite, etc. Ce qui en it, ça veut dire c'est une inflammation, c'est la même chose qu'une acidose, c'est que en gros, y a une accumulation de toxines localisées à l'endroit cystite, c'est au niveau... Donc également par exemple, on peut voir apparaître des maux de tête, des diabètes, la diminution de la vue, de l'audition, de la mémoire, des anémies, des carences, etc. Puis une fois que le prochain niveau d'accumulation des toxines d'engraissage du corps, ça va être au niveau cellulaire. Le liquide intercellulaire est complètement saturé et donc la cellule carrément, c'est comme si elle se faisait caca dessus, elle n'arrive plus à éliminer les déchets. Donc il y a des molécules inappropriées qui restent dans la cellule et notre propre système immunitaire va considérer ces cellules comme des déchets en fait, comme des choses à éliminer. Notre propre système immunitaire va détruire les propres cellules de notre corps et c'est ce que l'on appelle les maladies auto-immunes. Donc là c'est un niveau d'encrassage encore plus élevé. Et le niveau d'encrassage encore plus élevé au-dessus, c'est-à-dire que le noyau de la cellule, à l'intérieur de la cellule, va être touché. Et donc c'est ce qui va faire qu'il va y avoir des cancers et des maladies génétiques. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que après, à ce niveau-là, il peut y avoir d'autres choses qui jouent que l'alimentation, puisque là, je présente une théorie qui est principalement basée sur l'alimentation. Mais voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, mais ça a été prouvé, cette théorie, en utilisant cette théorie de la régénération, et bien, il y a des cancers qui ont pu guérir et des maladies génétiques également. Donc ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'on peut avoir des prédispositions génétiques, mais l'environnement joue beaucoup, et qu'avec la nutrition, on peut ou pas déclencher la maladie. Sixièmement, les différentes visions de la maladie. Donc il y a la vision de la médecine classique, qu'on entend un peu partout, et la vision que je vais vous présenter, une vision hygiéniste. Et entre les deux, on pourrait parler de médecine, médecine alternative, les médecines alternatives. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi je les mets entre les deux. Donc la médecine classique, comment elle voit les symptômes, les maladies, etc. Pour elle, s'il y a un symptôme, donc symptôme égale on est malade, il faut supprimer le symptôme, et ce qui va faire que en le supprimant, on va être en bonne santé. Si on a une fonction qui dysfonctionne, la médecine classique va faire en sorte de suppléer cette fonction, donc par exemple en donnant des compléments alimentaires, en donnant des hormones, et également s'il y a des organes qui dysfonctionnent, qui posent un problème, s'il y a un problème c'est pas grave, on supprime, on va éliminer les organes, voilà. Et donc également, si on a des carences, qu'est-ce que la médecine va faire? Elle va complémenter. Également au niveau des... Quelle est la vision de la médecine classique au niveau des virus, bactéries, parasites, champignons, pareil, etc. Ça va être un petit peu le méchant virus, bactéries, parasites, champignons qu'il faut combattre à tout prix. Et voilà, il faut le combattre avec tout ce qu'il faut pour cela, puisque notre corps n'est pas fait pour s'en sortir, il faut aider notre corps avec d'autres choses extérieures. Et également, la médecine classique donne des noms à beaucoup de maladies et donc traite chaque maladie séparément. Quelle est la vision hygiéniste? Donc, dans la vision hygiéniste, on se base sur une loi très importante de la nature, qui est la loi d'homéostasie, qui dit que tout système tend vers son état d'équilibre si on ne lui nuit pas et qu'on lui apporte les bonnes conditions. Excusez-moi pour le feu qui ne marchait plus. Donc appliqué à l'homme, voilà, ça pourrait dire tout corps tend vers son état de pleine santé si on ne lui nuit pas et qu'on lui apporte les bonnes conditions. Donc la vision hygiéniste par rapport à la dysfonction des organes, aux carences, aux symptômes, elle va se dire pourquoi il y a ces carences, pourquoi il y a ces symptômes, et on va vraiment régler la cause du problème pour que tout cela n'apparaisse plus et que cela n'apparaisse plus mais sur le court terme mais également sur le long terme. Quelle est la vision hygiéniste par rapport aux virus, bactéries, parasites, champignons? Eh bien, c'est un peu l'image d'une... si on laisse traîner
des aliments, des déchets dans notre maison, dans notre cuisine, si on laisse traîner les poubelles dehors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir toutes sortes de bactéries, de champignons, de moisissures qui vont se développer, les mouches vont arriver. Voilà, quand les chiens font les défects dehors, il y a des mouches qui arrivent. Eh bien, s'il y a dans notre corps des bactéries, des parasites, des champignons, des virus qui se développent beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Selon la vision hygiéniste, tout simplement que notre corps est une poubelle. Voilà l'image de la poubelle, et qu'il y a des choses qui ne devraient pas être dans notre corps, que notre corps il n'est pas propre. Donc si on n'avait pas toutes ces toxines et tous ces déchets dans notre corps, il n'y aurait pas tous ces virus, bactéries, parasites, champignons qui se développeraient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on vit en harmonie, on est fait pour vivre en harmonie avec tout ça, et que notre corps peut contenir, notre intestin contient énormément, on travaille en synergie avec des bactéries, des champignons, tout cela est normal, mais il y a un équilibre, un bon équilibre qui doit exister pour que nous soyons en bonne santé. Quelle est la vision hygiéniste par rapport aux différentes maladies? Eh bien, c'est globalement qu'il y a une seule origine à toutes les maladies, comme je l'expliquais précédemment, qui est la toxémie du corps, l'acidité du corps, l'accumulation. La différence va être dans l'accumulation des toxines à différents niveaux, comme je l'expliquais, au niveau de la lymphe, du liquide intercellulaire, au niveau de la cellule elle-même, ou carrément créer des problèmes au niveau du noyau de la cellule. Après, l'accumulation des toxines peut se faire dans des parties du corps différentes, ce qui va créer différentes maladies. Mais globalement, selon la vision hygiéniste, la cause des maladies il y a une seule et même cause. Et donc, dans la pratique, lorsqu'une personne se met, je vais expliquer la régénération, mais lorsque une personne se met à traiter, à se mettre à la vision hygiéniste, en traitant sa maladie, son symptôme, en vivant de manière hygiéniste, et bien par exemple, elle va vouloir le traiter de manière hygiéniste pour une seule maladie, et finalement, elle va se rendre compte que sans le vouloir, elle va guérir de divers maux qu'elle avait déjà précédemment, qu'elle avait déjà en plus de cette maladie qu'elle voulait guérir. Alors que dans la médecine classique, on a tendance à donner tel médicament, faire tel traitement contre cette maladie, cette maladie. Il y a certaines personnes qui ont plusieurs dizaines de maladies, et du coup ça fait des traitements très très lourds. Ici le traitement va être très simple, comme je vais vous l'expliquer. Concernant les médecines dites alternatives, attention, c'est pas parce que ce sont des médecines dites naturelles alternatives qu'elles sont forcément qu'elles traitent forcément vraiment la cause de la cause selon la vision hygiéniste. Beaucoup de médecines alternatives ont tendance à traiter le symptôme. Par exemple, au niveau énergétique, on va dire, les médecines alternatives vont essayer de régler au niveau énergétique, nous remettre dans le bon énergie pour enlever la maladie. Mais pourquoi on avait un dérèglement énergétique? C'est qu'il y avait quelque chose derrière. Et donc si on répare le problème, le redérèglement énergétique va revenir. Un autre exemple, par exemple, les huiles essentielles, ou d'autres, il y a aussi des complémentations naturelles. Et bien tout ça, ça va toujours être du traitement symptomatique et pas traiter la cause. Donc toujours revenir à la vision hygiéniste, c'est vraiment la cause de la cause, pourquoi on est malade, pourquoi il y a ce symptôme qui apparaît. Et donc traiter, supprimer la cause de ce problème. Septièmement, les notions de détoxination et de régénération. Donc la loi d'homéostasie dit, si on reprend celle-ci, tout corps tend vers son état de pleine santé si on ne le nuit pas et qu'on lui apporte les bonnes conditions. Donc premièrement, ne pas nuire. On va supprimer les aliments nocifs inadaptés de notre alimentation. Ainsi, le niveau de toxines qu'on apporte au corps va diminuer. Et donc si l'apport de toxines est inférieur aux capacités des émonctoires, le corps va pouvoir vider, un peu comme l'image d'une baignoire. Si l'apport d'eau dans la baignoire, si on ne bouge pas la baignoire et qu'on apporte goutte par goutte de l'eau dans la baignoire, la baignoire ne va jamais se remplir. Mais si on apporte de l'eau avec un énorme tuyau de pompier dans la baignoire, et bien la baignoire va se remplir et va déborder. Donc ici c'est un peu la même image. Si on a rempli notre baignoire pendant des années avec un énorme tuyau de pompier, la baignoire s'est mise à déborder.
Si aujourd'hui j'arrête d'apporter toute cette eau dans la baignoire, et que tout simplement tout d'un coup je me mets à faire du goutte à goutte dans la baignoire, petit à petit la baignoire, parce qu'elle avait déjà un trou au fond pour pouvoir éliminer l'eau, mais il était trop petit pour tout éliminer d'un coup, au fur et à mesure que l'eau arrivait. Là, si je me mets à faire du goutte à goutte, la baignoire va pouvoir petit à petit se vider de son eau, et là c'est la même chose avec le corps. Si on supprime l'excès de toxines apportées dans le corps, le corps, l'accumulation des toxines pendant des années, va pouvoir, petit à petit, le corps va se vider du trop plein de toxines. Et donc c'est ce que l'on appelle la détoxination. Certaines personnes parlent de détoxication ou de, je sais plus, il y a un autre terme. Bon, après moi, pour moi, peu importe le mot, c'est de comprendre ce qui est derrière qui compte. Voilà, moi je parle de toxines, de tout ce qui est toxine, c'est ce dont le corps n'a pas besoin, même des molécules qui sont naturelles, adaptées au corps. Si on en prend en trop grande quantité, notre corps il est saturé, s'il n'a pas besoin, il n'a pas besoin, ça devient une toxine. Donc pour moi, toxine, c'est quelque chose dont le corps n'a pas besoin et qui doit éliminer. Donc élimination des toxines, détoxination. Voilà, moi j'utilise ce terme. Ensuite, donc vision hygiéniste, premièrement, on va supprimer, on va arrêter de nuire. Deuxièmement, apporter les bonnes conditions. Donc au niveau de la nutrition, ça va être apporter une nutrition adaptée, donc une nutrition, une alimentation frugivore. Après dans la pratique, on va voir que on ne peut pas forcément, c'est pas forcément conseillé de passer du jour au lendemain à une alimentation comme ça, physiologique, adaptée au corps. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc apporter des bonnes conditions, on va apporter une bonne nutrition, et parce que c'est bien de détoxiner, ça va permettre de ne plus avoir ces symptômes d'élimination qu'on avait, toutes ces maladies qui faisaient, les sorties de mucus, etc. C'est les maux de tête, tout ça c'est de l'accumulation de toxines, mais tout ça a fait qu'il y a aussi eu des dysfonctionnements, des cellules qui n'étaient plus assez nourries, qui étaient en sous-nutrition totale et qui dysfonctionnaient complètement, et donc du coup, il va falloir apporter, renourrir ces cellules, leur réapporter ce dont elles ont besoin pour refonctionner. Donc c'est pas parce qu'elles ne fonctionnaient plus qu'elles ne peuvent plus fonctionner, il suffit tout simplement de leur permettre de leur donner les bonnes conditions pour qu'elles puissent refonctionner. Et donc voilà, en apportant une bonne nutrition, on va pouvoir se régénérer et guérir, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous ai expliqué toutes ces notions de base pour en arriver là, tout simplement la détoxination et la régénération de façon très naturelle, détoxiner, apporter une bonne nutrition.